Mon nom est Robert. J'ai 71 ans et je pensais avoir élevé le fils parfait. J'avais tort de la pire manière possible. Pendant 50 ans, j'ai été l'époux et le père dévoué qui s'est sacrifié pour sa famille. Lorsque ma femme, Frances, est décédée il y a 2 ans, mon monde s'est effondré. Elle était ma compagne, mon amour, ma raison de vivre. Mais j'avais Louis, mon unique fils. Il était médecin, respecté dans toute la ville, marié à Nathalie, une infirmière douce qui m'a toujours traité avec gentillesse. Ou du moins c'est ce que je pensais. Louis a toujours été ambitieux. Dès l'enfance, il voulait être le meilleur, avoir le meilleur, vivre comme les riches. J'ai vendu les bijoux que j'avais hérités de mon père pour payer ses études de médecine. J'ai travaillé à nettoyer des bureaux pour qu'il puisse étudier sans souci. Je me levais à 4 heures du matin pendant des années pour préparer son petit déjeuner avant ses gardes à l'hôpital. Je ne me suis jamais plaint. Je n'ai jamais rien demandé en retour. C'était mon fils, ma fierté, mon avenir. Après la mort de Frances, Louis est devenu plus attentionné envers moi. Il me rendait visite souvent. Il apportait des médicaments pour la tension, des vitamines pour les os. « Papa, tu dois prendre soin de toi », disait-il, avec ce sourire que je pensais sincère. « Tu es la seule personne qui me reste. Quel idiot j'ai été. Les médicaments qu'il me donnait me rendaient confus, oublieux. Je pensais que c'était l'âge, le chagrin de perdre Frances. » Louis me calmait. « C'est normal, papa. La dépression provoque ces symptômes. Comme il était médecin, je lui faisais confiance aveuglément, jusqu'à l'appel qui a tout changé. » C'était un mercredi matin quand le téléphone a sonné. Une voix formelle m'a dit que c'était de la compagnie d'assurance. « Monsieur Robert, après 2 ans de bataille légale, nous avons enfin gagné l'affaire. Votre femme avait une police d'assurance-vie que la compagnie avait refusée à tort. Vous avez droit à 5 millions de dollars. Je n'en revenais pas. » Frances ne m'avait jamais parlé de cette police. Apparemment, elle l'avait faite en secret pour me protéger, mais quand elle est morte, l'assurance a refusé de payer, alléguant des clauses fausses. Leurs avocats avaient lutté pendant 2 ans et avaient enfin réussi, ma Frances veillant sur moi du ciel. J'étais si excité que je ne pouvais pas penser droit. Je devais le dire à quelqu'un, partager cette bénédiction. Louise était la seule famille qui me restait. Il comprendrait ce que cela signifiait. Sécurité, tranquillité, la chance d'aider les autres. J'ai conduit jusqu'à sa maison le cœur plein de joie. J'étais sur le point de frapper à la porte quand j'ai entendu des voix à l'intérieur. Louis parlait à quelqu'un. « Le vieux commence à oublier les choses », disait mon fils d'une voix que je n'avais jamais entendue auparavant, froide, calculatrice. Les médicaments fonctionnent parfaitement. Je me suis figé. De quel médicament parlait-il? Tu es sûr qu'il ne s'en rendra pas compte? C'était la voix de Nathalie, ma belle-fille, mais elle semblait nerveuse, inquiète. S'il te plaît, Nathalie, je suis médecin. Je sais exactement quelle dose donner pour que ça ressemble à une démence naturelle. Louis répondait avec une arrogance qui m'a glacé le sang. Si on double la dose maintenant d'ici décembre, il ne se souviendra même plus de son propre nom. Encore moins où il a rangé ses documents ou son argent. Le monde s'est arrêté. Mon propre fils, le garçon que j'avais élevé avec tant d'amour, me droguait, m'empoisonnait lentement pour me voler. Mais Louis, c'est ton père. Nathalie chuchotait. C'est un vieux inutile qui a vécu assez longtemps. C'était la réponse de mon fils qui a brisé mon âme. Il a des biens, des économies, la retraite de maman. Tout ça sera à moi quand il mourra ou quand il sera déclaré incompétent. Et maintenant, avec ça accéléré, ce sera beaucoup plus rapide. Mes jambes tremblaient. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Je ne suis pas entré dans cette maison. Je n'ai pas confronté mon fils, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je ne l'ai pas frappé comme je le voulais. Au lieu de cela, je suis retourné à ma voiture avec un calme que je ne savais pas avoir. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence, avec une décision claire dans mon esprit. Louis voulait jouer sale. Il ne savait pas à qui il avait affaire.
Mon fils pensait être intelligent, qu'il avait créé un vieux fou et manipulable. Il était sur le point de découvrir qui était vraiment Robert. Le jeu silencieux venait de commencer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi une minute. Je suis resté assis dans la cuisine, regardant les comprimés que Louis m'avait donnés la semaine précédente, ceux qu'il disait être des vitamines pour renforcer ma mémoire. Menteur. Tout avait été un mensonge depuis le début. J'ai pris chaque flacon et les ai examinés sous la lumière. Les noms étaient compliqués, des médicaments que je ne reconnaissais pas, mais maintenant je comprenais pourquoi je me sentais si confus ces derniers temps, pourquoi j'oubliais où je mettais mes clés, pourquoi parfois je ne me rappelais pas si j'avais mangé ou non. Mon propre fils empoisonnait mon esprit, mais Louis a commis une erreur fatale. Il a sous-estimé son père. Les jours suivants, j'ai agi comme si rien ne s'était passé. Quand Louis venait me visiter, je souriais comme toujours. Quand il apportait les maudits comprimés, je les prenais devant lui, mais je les cachais sous la langue et les crachais ensuite. « Comment te sens-tu, papa » demandait-il avec cette fausse préoccupation. « Un peu confus, fils, mais je me sens plus tranquille avec toi qui t'occupe de moi, » répondais-je, jouant le rôle du vieux fragile qu'il s'attendait à voir. « Ne t'inquiète pas, ces médicaments vont beaucoup t'aider. » Il disait en caressant mes cheveux avec les mêmes mains qui me trahissaient. À l'intérieur, mon cœur se brisait en 1000 morceaux. Chaque caresse de lui était un coup de poignard. Chaque « je t'aime, papa » était un mensonge venimeux qui brûlait mon âme. Mais je ne pouvais pas m'effondrer encore. Non, j'avais besoin de preuves. J'avais besoin de comprendre exactement ce qu'il planifiait et pourquoi. Alors, j'ai commencé ma propre enquête. D'abord, j'ai apporté les comprimés à une pharmacie, de l'autre côté de la ville, où personne ne me connaissait. J'ai dit au pharmacien que mon médecin avait changé ma médication et que je voulais savoir à quoi il servait. Son visage est devenu pâle quand il les a vus. « Monsieur, ce sont des médicaments psychiatriques très forts, des antipsychotiques, des sédatifs, des drogues utilisées pour traiter la schizophrénie grave et la démence agressive. » Il m'a expliqué, inquiet. « Qui vous les a prescrits ? Mon fils est médecin, ai-je répondu, sentant comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing à l'estomac. Monsieur, avec tout le respect, cette combinaison chez une personne en bonne santé peut causer une confusion grave, une perte de mémoire et même des dommages neurologiques permanents. » Je suis sorti de cette pharmacie tremblant de rage. Louis ne me volait pas seulement. Il détruisait mon cerveau de manière irréversible. Si j'avais continué à prendre ces drogues pendant quelques mois de plus, j'aurais vraiment perdu l'esprit pour toujours. Cette nuit-là, seul à la maison, je me suis permis de pleurer pour la première fois depuis que j'avais entendu cette conversation terrible. J'ai pleuré pour le fils que je pensais avoir élevé. J'ai pleuré pour les 50 ans de sacrifice qu'il avait piétinés. J'ai pleuré pour Francis, qui n'était pas là pour me protéger. Mais quand j'ai fini de pleurer, j'ai essuyé mes larmes et pris une décision. Louis voulait un père confus. J'allais lui donner exactement ce qu'il attendait. Le lendemain, j'ai commencé le spectacle de ma vie. Quand Louise est venue me visiter, j'ai agi plus confus que jamais. « Louis, c'est toi, fils ?» ai-je demandé, feignant d'avoir du mal à le reconnaître. J'ai vu ses yeux s'illuminer de malice. « Oui, papa, c'est moi. Comment te sens-tu » Confus. Je ne me souviens pas si j'ai pris le petit déjeuner et je ne trouve pas mes lunettes. Ai-je répondu, jouant le rôle parfaitement. « Ne t'inquiète pas, papa. C'est normal à ton âge, » a-t-il dit. Mais je pouvais voir la satisfaction sur son visage. Les drogues fonctionnaient plus vite qu'il ne l'espérait. Les semaines suivantes, j'ai perfectionné mon jeu. J'ai feint d'oublier des noms, des dates, des conversations. J'ai posé la même question plusieurs fois. J'ai agi comme si j'étais perdu dans ma propre maison. Louis était euphorique. Il a même amené Nathalie pour témoin de ma détérioration mentale. « Pauvre Robert », disait Nathalie avec une fausse compassion. « Il empire si vite. C'est pour le mieux. » Louis répondait quand il pensait que je ne pouvais pas l'entendre. « Dans quelques mois, nous pourrons le déclarer incompétent et j'aurai le contrôle total de ses finances. »
Mais pendant qu'il célébrait ma supposée démence, je travaillais en secret. Avec mon esprit complètement clair, parce que je ne prenais plus ces poisons, j'ai commencé à enquêter sur les finances de Louis. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. S'il avait une carrière réussie en tant que médecin, pourquoi était-il si désespéré pour mon argent? J'ai engagé Michael, un détective privé recommandé par un voisin. J'ai expliqué ma situation et il a accepté d'enquêter sur mon fils discrètement. Monsieur Robert, c'est plus courant que vous ne le pensez. Michael m'a dit tristement, des enfants qui abusent de parents âgés pour de l'argent, mais nous allons découvrir toute la vérité. J'ai aussi contacté l'avocat qui s'était occupé de l'assurance de Francis. Son nom était Frank, le même que mon meilleur ami. Et quand je lui ai raconté ce qui se passait, il s'est proposé de m'aider sans frais. Votre femme était mon amie, m'a-t-il dit. Elle parlait beaucoup de vous et de la fierté qu'elle avait à sécuriser cet avenir pour vous. Je ne laisserai pas votre fils voler ce que Francis a tant travaillé pour vous laisser. Pendant que Louis pensait m'avoir sous contrôle, je construisais ma défense. J'ai enregistré des conversations, documenté chaque visite, chaque mensonge, chaque comprimé qu'il me donnait, mais ce que Michael a découvert sur mon fils m'a laissé sans voix. Louis n'était pas le médecin à succès que je pensais. Il avait des dettes de millions. Il avait perdu de l'argent dans des investissements terribles. Il avait des prêts avec des intérêts exorbitants. Et pire encore, il devait de l'argent à des gens très dangereux. Votre fils est désespéré, monsieur Robert. Michael m'a expliqué, me montrant des photos et des documents. Il doit plus de 800 000 $ à des usuriers qui ne pardonnent pas. S'il ne paie pas bientôt, il est en grave danger. C'est alors que j'ai tout compris. Louis ne m'empoisonnait pas seulement par avidité. Il le faisait pour survivre. Mais cela ne justifiait pas ce qu'il me faisait. 2 mois après avoir entendu cette conversation horrible, j'avais déjà toutes les preuves dont j'avais besoin. Louis pensait qu'il gagnait, qu'il aurait bientôt accès à mon argent et à mes biens. Il ne savait pas que son père avait été 3 pas devant tout le temps. La nuit, avant que Michael me remette le rapport final sur les dettes de Louis, j'ai reçu un appel qui m'a glacé le sang à nouveau. C'était Nathalie. Et elle pleurait. « Robert, j'ai besoin de vous parler. » Ma belle-fille sanglotait. « Il y a des choses que vous ne savez pas sur Louis, des choses terribles que j'ai découvertes. »« Quelles choses, ma chère ?» ai-je demandé, feignant la confusion, mais en prêtant grande attention. « Je ne peux pas en parler au téléphone. Pouvez-vous venir demain matin tôt, quand Louis sera à l'hôpital? Mais s'il vous plaît, agissez normalement. S'il découvre que je vous ai dit quelque chose, je ne sais pas ce qu'il pourrait nous faire. » À nous, j'ai raccroché avec le cœur battant. Qu'en savait-elle de plus que moi? Qu'avait découvert Nathalie qui l'avait laissé si terrifié? Cette nuit-là, pour la première fois en moi, j'ai ressenti une vraie peur. Car si mon propre fils était capable de me droguer pour me voler, de quoi d'autre serait-il capable quand il se sentirait acculé? Le lendemain matin, je suis arrivé à la maison de Louis, feignant d'être plus confus que jamais. J'ai frappé à la porte avec des mains tremblantes, non par Liane, mais par la peur réelle de ce que Nathalie allait me révéler. Ma belle-fille a ouvert la porte avec des yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Elle avait l'air abattue, effrayée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Robert, merci d'être venu », a-t-elle chuchoté, regardant de tous côtés avant de me laisser entrer. « Louis est parti à l'hôpital et ne rentrera pas avant ce soir. Nous devons parler vite. »« Que se passe-t-il, ma chère? Tu as l'air très nerveuse, » ai-je dit, gardant mon rôle de grand-père inquiet mais confus. Nathalie m'a emmené à la cuisine et a fermé tous les rideaux. Puis, elle s'est assise en face de moi et a commencé à pleurer de manière incontrôlable. « Robert, pardonnez-moi, s'il vous plaît, pardonnez-moi pour ce que nous avons fait. » Elle sanglotait. « Je n'ai jamais voulu vous faire du mal, mais Louis m'a menacé. Il a dit que si je n'aidais pas à vous donner ces médicaments, il ruinerait ma carrière. Il dirait que j'ai volé des médicaments de l'hôpital. » Même si je savais déjà qu'il m'empoisonnait, l'entendre de sa bouche faisait mal comme si un couteau avait été enfoncé dans ma poitrine. Mais j'ai gardé mon sang-froid,
Des médicaments? Je ne comprends pas, Nathalie. J'ai faim la confusion. Les pilules que Louis vous donne ne sont pas des vitamines, Robert. Ce sont des drogues psychiatriques qui affectent votre mémoire et votre jugement. Il m'a forcé à les obtenir de l'hôpital où je travaille. Elle a confessé à travers les larmes. Pourquoi mon fils ferait-il cela? Ai-je demandé, feignant la surprise. Pour l'argent, Robert. Louis est dans de très graves problèmes. Il doit des millions à des gens dangereux. Il a perdu tout notre argent dans des paris d'investissement risqués. Il a pris des prêts qu'il ne peut pas rembourser. Nathalie tremblait en parlant. Quand il a découvert que vous alliez recevoir l'assurance vie, il est devenu fou. Il a dit que c'était la solution à tous ses problèmes. Quelle assurance vie? Ai-je demandé, feignant de ne pas me souvenir. Nathalie m'a regardé horrifiée. Robert, vous ne vous souvenez pas. Il y a 3 mois, vous avez reçu un appel sur 5 millions de dollars de l'assurance vie de Frances. Vous êtes venu ici super excité pour nous le dire. J'ai agi comme si j'essayais de me souvenir, mettant ma main sur mon front. Non, je ne me souviens pas. Tout est si confus ces derniers temps. Mon Dieu, les drogues vous affectent déjà trop. Nathalie a couvert sa bouche, horrifiée. Robert, Louis prévoit de vous déclarer mentalement incompétent pour contrôler cet argent. Mais il y a quelque chose de pire, quelque chose que j'ai découvert la nuit dernière qui m'a laissé terrifié. Quoi? Ai-je demandé, et cette fois ma peur était réelle. Nathalie s'est approchée et a baissé la voix jusqu'à un chuchotement. Je pense que Louis a tué Frances. Le monde s'est arrêté. J'ai senti comme si j'avais été frappé par un marteau dans la poitrine. Quoi? Que dites-vous? Ai-je bégayé, et ce n'était plus un jeu. La nuit dernière, Louis s'est saoulé et a commencé à parler. Il a dit que cela avait été si facile, que personne n'avait rien soupçonné parce qu'il était médecin, qu'il n'avait besoin que d'une injection et que Frances était morte si vite qu'elle n'avait même pas eu le temps d'appeler à l'aide. Nathalie tremblait de manière incontrôlable. Quand j'ai demandé ce qu'il voulait dire, il a réalisé ce qu'il avait dit et est devenu furieux. Il m'a menacé. Il a dit que, si je le disais à quelqu'un, il me tuerait aussi. Mon monde s'est effondré complètement. Frances n'était pas morte d'une crise cardiaque naturelle comme nous le pensions tous. Mon propre fils l'avait assassinée. Mais pourquoi? Pourquoi ferait-il cela à sa propre mère? Ai-je demandé d'une voix étranglée. À cause de l'héritage, Robert. Louis savait que Frances avait souscrit cette assurance-vie, mais il savait aussi que tant que Frances vivait, il ne pourrait jamais obtenir cet argent. Il avait besoin que Frances meure pour que vous héritiez. Et puis il avait besoin que vous soyez déclaré incompétent. Nathalie a tenu mes mains. Robert, je suis sûr qu'après avoir obtenu l'argent, il vous tuerait aussi. La pièce a commencé à tourner. Je ne pouvais pas respirer. Mon fils n'était pas seulement un voleur. C'était un meurtrier. Il avait tué Frances, l'amour de ma vie, et maintenant il prévoyait de me tuer aussi. Nous devons aller à la police, ai-je chuchoté. Nous ne pouvons pas. Nathalie a crié en panique. Je n'ai pas de preuves. Et Louis est très respecté. C'est un médecin. Il a des contacts partout en ville. Personne ne nous croira. De plus, il a dit que si je le trahissais, il dirait que c'est moi qui ai tué Frances, que j'ai volé les médicaments de l'hôpital, que j'ai falsifié les preuves. Il peut falsifier les preuves, il peut me faire arrêter. Nous sommes restés assis en silence, tous les deux tremblants de peur et de désespoir. Y a-t-il autre chose? Nathalie a continué. Louis prévoit d'augmenter la dose des médicaments cette semaine. Il a dit que d'ici décembre, vous serez si mal que vous ne pourrez même pas parler de manière cohérente. Et puis il dira que vous avez eu un accident. Quel genre d'accident? Ai-je demandé, même si je ne voulais pas entendre la réponse. Une chute dans les escaliers. Ou peut-être que vous avez oublié de fermer la valve de gaz. Quelque chose qui semble naturel pour quelqu'un avec démence. Nathalie sanglotait. Robert, il a déjà tout prévu. D'ici janvier, vous serez mort et il héritera de tout en tant que votre fils unique. Je me suis levé de la chaise avec des jambes tremblantes. J'avais besoin de sortir de là. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de réfléchir. Nathalie,
Pourquoi me dis-tu cela? Ai-je demandé. Parce que je ne peux pas vivre avec cette culpabilité. Parce que vous m'avez toujours traité comme une fille et je vous ai trahi. Elle s'est effondrée à nouveau. Et parce que je suis enceinte, Robert. Je viens de le découvrir et je ne peux pas mettre un enfant au monde avec un père meurtrier. Un bébé. Nathalie attendait l'enfant de Louis, mon petit-fils, le fils d'un meurtrier. Louis sait-il pour la grossesse? Ai-je demandé. Non, et je ne vais pas lui dire. Je prévois de le quitter, mais j'ai besoin de votre aide. Si quelque chose vous arrive, je n'aurai personne qui me croie. Je n'aurai personne pour me protéger. Nathalie a tenu mon bras. Robert, je sais que vous êtes malade. Je sais que parfois vous êtes confus, mais s'il vous plaît, essayez de vous souvenir de ce que je vous dis. Votre vie en dépend. Je suis sorti de cette maison sentant comme un zombie. J'ai conduit chez moi en pilote automatique, mon esprit complètement obscurci par la révélation. Louis avait assassiné Frances. Ma femme, l'amour de ma vie, avait été assassinée par notre propre fils pour de l'argent. Et maintenant, il prévoyait de m'assassiner aussi. Mais ce qui me faisait le plus mal était de penser à Frances mourant, peut-être m'appelant, peut-être se demandant pourquoi son fils faisait cela. A-t-elle souffert? A-t-elle réalisé que Louis la tuait? Cette nuit-là, seul à la maison, j'ai pris le téléphone pour appeler Michael, le détective privé. Je devais lui dire ce que Nathalie m'avait dit. Je devais trouver des preuves du meurtre de Frances. Mais quand j'ai composé son numéro, personne n'a répondu. J'ai essayé à nouveau 1 heure plus tard. Rien. Le lendemain, j'ai appelé son bureau et ils m'ont dit que Michael avait eu un accident de voiture la nuit précédente. Il était à l'hôpital dans le coma. Un accident. Quelle coïncidence. C'est alors que j'ai compris que Louis savait déjà que j'enquêtais. Il avait découvert pour Michael et l'avait réduit au silence. Combien de temps avais-je avant qu'il découvre que je ne prenais pas ses médicaments? Combien de temps avant qu'il réalise que tout était un jeu? Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai entendu des bruits dans le jardin, des pas lents autour de la maison, comme si quelqu'un me surveillait. Louis accélérait ses plans. Je n'avais plus de temps pour des jeux. Il était temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Mais d'abord, je devais m'assurer que Nathalie et son bébé étaient en sécurité, car si quelque chose m'arrivait, ils seraient les prochains. Le lendemain, j'ai agi comme si la conversation avec Nathalie n'avait jamais eu lieu. Quand Louis est venu me visiter, j'ai faim d'être plus perdu que jamais. « Fils, ce monsieur qui est venu la semaine dernière était ton ami ?» ai-je demandé, me référant à Michael, le détective. J'ai vu Louis se tendre immédiatement. « Quel monsieur, papa? Je ne me souviens pas de son nom. Il est venu ici, posant des questions étranges sur ta mère, sur quand elle est morte. Je lui ai dit que je ne me souvenais de rien, parce que dernièrement j'ai tout oublié. » J'ai menti, observant sa réaction attentivement. Louis a détendu ses épaules et m'a souri, mais je pouvais voir le soulagement dans ses yeux. « Ne t'inquiète pas, papa. Probablement quelqu'un de l'assurance vérifiant des informations. Tu sais comment sont ces bureaucrates. » « Oui, ça doit être ça, ai-je répondu, feignant d'avoir oublié le sujet. « Et où est Nathalie? Je ne l'ai pas vue depuis des jours. Elle travaille beaucoup à l'hôpital faisant des doubles shifts. » Louis a menti. « Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour prendre soin de toi. Cette nuit-là, après qu'il soit parti, j'ai appelé Frank, l'avocat. Monsieur Frank, Louis sait pour l'avocat. Il vient avec moi à la consultation demain. » Ai-je dit désespéré. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Robert, j'ai un plan. Venez à la consultation comme si rien ne s'était passé, mais amenez Louis. Nous allons tendre un piège. Cette nuit-là, je pouvais à peine dormir. Je savais que le lendemain, tout serait décidé. Soit Louis tombait dans le piège, soit je finissais mort. » À 9 heures du matin, Louis est arrivé pour m'accompagner au bureau de l'avocat. Il était impeccablement vêtu, avec son meilleur sourire de médecin respectable. « Prêt, papa. Voyons ce que veut cet avocat. » En chemin, Louis n'arrêtait pas de me poser des questions subtiles sur ce dont je me souvenais de l'assurance vie, de l'argent, des conversations avec Frank. Argent? Non, quel argent? J'ai feint une confusion totale.
Rien, papa, juste une question. Louis semblait satisfait. Dans son esprit, les drogues avaient déjà effacé ma mémoire de l'assurance-vie, comme il se trompait. Quand nous sommes arrivés au bureau, Franck nous a reçus avec un professionnalisme parfait. « Bonjour, monsieur Robert. Et vous devez être Louis, son fils. J'ai beaucoup entendu parler de vous. »« De même, » a répondu Louis avec suspicion. « Je veux comprendre exactement ce qui se passe avec les finances de mon père. »« Bien sûr. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Franck a commencé à expliquer sur l'assurance-vie et le fonds fiduciaire, observant attentivement les réactions de Louis. « Donc, cet argent est complètement protégé ?» a demandé Louis avec tension. « Exactement. Même si M. Robert était déclaré incompétent, personne d'autre ne pourrait accéder à ces fonds. J'ai vu comment le visage de Louis se transformait lentement. Le masque du fils inquiet commençait à tomber. C'est ridicule. Si mon père ne peut pas gérer ses propres finances, moi, en tant que son fils unique, devrais avoir accès légal. Je comprends votre préoccupation, mais ce sont les instructions spécifiques de votre père quand il était en pleine possession de ses facultés mentales. » Louis s'est levé brusquement. « Quand était-ce ? Parce que mon père est très confus ces derniers temps. »« Ah, c'était il y a seulement 3 jours. » Franck a répondu nonchalamment. Louis était choqué. Si j'avais donné des instructions légales il y a 3 jours, cela signifiait que je n'étais pas aussi confus qu'il le pensait. C'est impossible. Mon père ne peut pas prendre de décisions complexes dans son état actuel. Son état actuel ? Franck a demandé avec une innocence feinte. Mon père souffre de démence progressive. Il prend des médicaments psychiatriques forts. Comme c'est intéressant. Pourriez-vous me dire quels médicaments spécifiquement ? Louis a réalisé qu'il en avait trop dit. En tant que médecin, il savait qu'il ne devrait pas donner ces médicaments sans supervision psychiatrique officielle. Eh bien, en tant que médecin de famille, je comprends. Et vous avez les diagnostics officiels et les ordonnances appropriées ? Le silence a rempli la pièce. Louis savait qu'il tombait dans un piège, mais il était trop tard. « Je pense qu'il est temps de partir, papa », a dit Louis se levant. Mais Franck a appuyé sur un bouton sous le bureau et quelques secondes plus tard, 2 détectives sont entrés dans le bureau. « Louis Martin, vous êtes en état d'arrestation pour soupçon de meurtre au 1er degré et tentative de meurtre », a annoncé l'un des détectives. Louis est devenu pâle comme un linge. « De quoi parlez-vous ? C'est ridicule. Nous avons des preuves que vous avez assassiné Francis Martin avec du chlorure de potassium et que vous avez drogué votre père avec l'intention de le tuer pour voler son héritage. »« Papa !» a crié Louis désespéré. « Dis-leur que je m'occupais de toi. Dis-leur que tu es malade. » Je me suis levé lentement de ma chaise et les regardé droit dans les yeux. « Ah, Louis !» ai-je dit avec une clarté qui l'a choqué. Ta plus grande erreur a été de sous-estimer ton père. L'expression de choc total sur son visage était la chose la plus satisfaisante que j'ai jamais vue de ma vie. L'expression sur le visage de Louis, quand il a réalisé qu'il avait été dupé pendant des mois, était quelque chose que je n'oublierai jamais. Ses yeux se sont remplis d'un mélange de terreur, de fureur et de désespoir absolu. « Comment est-ce possible ?» a-t-il bégayé tandis que les détectives le menottaient. « Tu prenais les médicaments. Je t'ai vu les prendre. Je les cachais sous la langue, Fils, tout comme quand tu étais enfant et que tu ne voulais pas prendre le médicament pour la fièvre. » ai-je répondu avec un calme qui m'a surpris. Louis a commencé à lutter avec les détectives. C'est un piège. Mon père est fou, il a de la démence. Demandez-lui ce qu'il a pris au petit déjeuner aujourd'hui. Il ne s'en souviendra pas. J'ai pris 2 œufs brouillés, une tartine avec de la confiture de fraises et du café noir. Ai-je répondu parfaitement. J'ai aussi mangé la moitié du pain empoisonné que tu m'as apporté ce matin, Louis. Celui qui est maintenant au laboratoire, en train d'être analysé. Son visage s'est effondré complètement. Non, ça ne peut pas être. L'un des détectives, un homme plus âgé nommé Hugo, s'est approché de moi. « Monsieur Robert, nous savons que cela doit être très difficile pour vous, mais nous avons besoin que vous veniez au poste pour donner votre déclaration complète. » « Bien sûr, détective.
J'attends ce moment depuis des mois. » Tandis qu'il sortait Louis du bureau, il me criait comme un fou. « Papa, tu ne peux pas me faire ça, je suis ton fils. » Tout ce que j'ai fait était pour nous, pour que nous ayons une bonne vie. « Louis, » ai-je dit avec une tristesse profonde. « Tout ce que tu as fait était pour toi. Tu as tué ta propre mère pour de l'argent. Tu allais me tuer aussi et tu prévoyais de tuer ta femme enceinte. Ce n'est pas de l'amour, fils. C'est le mal pur. Tu ne sais pas ce que tu dis. Les usuriers m'auraient tué si je n'obtenais pas l'argent. C'était pour survivre. C'était de la lâcheté. C'était la dernière chose que je lui ai dite avant qu'il l'emmène. Au poste, j'ai raconté toute l'histoire depuis le début. Je leur ai montré les photos que j'avais prises dans le sous-sol de Louis. Je leur ai remis tous les comprimés que j'avais faim de prendre. Et j'ai expliqué chaque détail du plan de mon fils. Le détective Hugo m'écoutait avec une admiration croissante. « Monsieur Robert, je dois admettre que votre jeu pendant ces mois était extraordinaire, mais aussi extrêmement dangereux. Louis aurait pu vous tuer à tout moment. Je sais, détective, mais j'avais besoin de preuves solides. Je n'allais pas laisser mon fils s'en tirer après avoir assassiné ma femme. En parlant de cela, nous allons exhumer le corps de Francis pour une autopsie complète. Si Louis l'a empoisonné avec du chlorure de potassium, nous le trouverons. » 2 jours plus tard, les résultats de l'autopsie ont confirmé mes pires craintes. Frances était morte d'une injection massive de chlorure de potassium. Sa mort n'avait pas été naturelle. Mon fils l'avait assassiné de sang-froid, mais les surprises ne s'arrêtaient pas là. Quand ils ont fouillé complètement la maison de Louis, ils ont trouvé quelque chose qui m'a laissé sans voix. Des documents montrant qu'il planifiait cela bien avant la mort de Frances. Louis avait enquêté sur l'assurance vie de sa mère des années auparavant. Il avait calculé exactement combien d'argent je recevrais. Il avait étudié les lois sur l'héritage. Il avait planifié chaque étape du meurtre et du vol. Ils ont aussi trouvé des preuves que Louise avait tué Michael, le détective privé. Ce n'était pas un accident de voiture. Louis l'avait drogué et avait causé l'accident exprès. Mon fils n'était pas seulement un meurtrier, c'était un tueur en série. Quand ils m'ont donné cette information, je me suis assis dans une chaise au poste et j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. Pas seulement pour Francis, pas seulement pour Michael, mais pour le fils que je pensais avoir élevé, qui s'était révélé être un monstre. « Monsieur Robert, » le détective Hugo m'a dit doucement, « Y a-t-il autre chose que vous devez savoir ?»« Quoi d'autre ?» ai-je demandé, déjà sans force pour plus de surprise. « Nous avons enquêté sur d'autres cas similaires en ville. Des personnes âgées mortes dans des circonstances suspectes, alors qu'elles étaient sous ses soins. Il y a peut-être plus de victimes. Mon monde s'est effondré à nouveau. Plus de victimes. 3 autres personnes âgées au cours des 2 dernières années. Tous patients de Louis. Tous avec des héritages considérables. Tous morts d'arrêt cardiaque soudain. Louis n'avait pas seulement tué Francis et Michael. Il avait assassiné ses propres patients âgés pour les voler. Nous allons avoir besoin de votre aide pour examiner tous les cas, Monsieur Robert. Votre témoignage sera crucial pour rendre justice à toutes les victimes. Je suis sorti du poste en sentant comme si j'avais vieilli de 10 ans en un jour, mais je me sentais aussi étrangement libéré. La vérité avait éclaté. Francis aurait justice. Cet après-midi-là, je suis conduit à la maison de Grégory pour donner la nouvelle à Nathalie. Quand je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, elle s'est effondrée complètement. « Robert, comment vais-je élever ce bébé en sachant que son père est un tueur en série ?» Elle sanglotait. « Nathalie, ce bébé n'est pas coupable des crimes de Louis et toi non plus. Cet enfant grandira en sachant que sa mère a eu le courage de faire ce qu'il fallait, d'aider à arrêter son père avant qu'il ne tue plus de gens. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, je n'ai rien. » « Tu m'as, ai-je dit, tenant ses mains, et tu as 5 millions de dollars. Que voulez-vous dire, Robert? Tu as été la seule à avoir le courage de me prévenir des plans de Louis. Sans toi, je serais mort maintenant.
Ce bébé que tu portes est mon petit-fils, le seul petit-fils que j'aurai. Je m'assurerai que toi et lui ayez tout ce dont vous avez besoin. Robert, je ne peux pas accepter votre argent. Ce n'est pas mon argent, ma chère. C'est l'argent de Frances, et elle aurait voulu que son petit-fils ait la meilleure vie possible, peu importe les circonstances. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de procédures légales. Louis a été formellement accusé de 5 meurtres au premier degré. Frances, Michael et 3 patients âgés. Il a également été accusé de tentative de meurtre contre moi, de fraude, de vol et d'une douzaine d'autres crimes. Tout au long du processus, Louis maintenait qu'il était la victime, que je l'avais manipulé, qu'il n'avait jamais voulu blesser quiconque. Mais les preuves étaient accablantes. Les photos du chlorure de potassium, son cahier avec les plans écrits, les médicaments qu'il m'avait donnés, les documents financiers montrant ses dettes, tout formait un dossier parfait. Le jour du procès, quand ce fut mon tour de témoigner, Louis me regarda avec une haine si pure qu'elle me donna des frissons. « Monsieur Robert, le procureur m'a demandé, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez décidé de feindre la démence au lieu d'aller directement à la police? Parce que je connaissais mon fils ?» Ai-je répondu, je savais qu'il était intelligent, manipulateur, respecté dans la communauté. Si j'étais allé à la police en disant que mon fils médecin me droguait pour me voler, ils auraient probablement pensé que j'avais vraiment de la démence. J'avais besoin de preuves solides et irréfutables. Et qu'avez-vous ressenti quand vous avez découvert que votre fils avait assassiné votre femme? Je suis resté silencieux un moment, sentant le poids de tous les regards dans le tribunal. C'était comme si mon cœur avait été arraché 2 fois, une fois pour perdre Francis et une autre fois pour réaliser que le fils que j'avais élevé avec tant d'amour était capable de tuer sa propre mère pour de l'argent. Le jury a délibéré moins de 2 heures, coupable de toutes les accusations. Louis a été condamné à 5 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Quand ils ont lu le verdict, Louis a crié une dernière fois « Papa, c'est ta faute, tu m'as transformé en ça ». Mais cette fois, ces mots ne m'ont pas blessé parce que j'ai enfin compris que le Louis que j'avais élevé, le doux garçon qui s'asseyait sur mes genoux pour entendre des histoires, était mort depuis longtemps. L'homme dans ce tribunal était un étranger qui avait par hasard son visage. Les mois après le procès ont été les plus étranges de ma vie. D'un côté, je ressentais un énorme soulagement que le cauchemar soit terminé. De l'autre, je devais faire face au deuil le plus complexe que quiconque puisse imaginer. Pleurer la mort d'un fils qui était encore vivant, mais qui était devenu un monstre. Nathalie a emménagé chez moi après le procès. Sa grossesse se passait bien, mais émotionnellement, elle était détruite. Certaines nuits, je l'entendais pleurer dans sa chambre, traitant le fait que le père de son bébé était un meurtrier multiple. « Robert, comment vais-je expliquer à mon fils qui était son père ?» m'a-t-elle demandé un après-midi pendant que nous prenions le thé dans le jardin. « Tu diras une vérité adaptée à son âge. Que son père était très malade mentalement, qu'il a pris de terribles décisions, mais que cela ne définit pas qui il est. » Ai-je répondu, et s'il a hérité de quelque chose de Louis, s'il a des tendances violentes. Nathalie, cet enfant, grandira entouré d'amour, avec des principes solides, sachant la différence entre le bien et le mal. Il fera tout ce que son père n'a pas fait. Mais tout n'était pas tristesse et réflexion. Il y avait aussi quelque chose de puissant qui grandissait en moi, un nouveau but. Pendant le procès, j'avais rencontré les familles des autres victimes de Louis, des personnes âgées qui lui avaient fait confiance en tant que médecin, qui l'avaient vu comme un fils et qui étaient mortes seules et trahies. Madame Diana, 85 ans, dont le mari avait été assassiné par Louis, m'a dit quelque chose qui m'a marqué à jamais. « Robert, vous avez eu la chance de découvrir la vérité à temps. Mon Hugo est mort en croyant que Louis l'aidait. Il n'a jamais su que Louis le tuait. Cette nuit-là, après avoir rencontré Diana, je n'ai pas pu dormir. Je pensais sans cesse à combien de personnes âgées comme nous étaient abusées, manipulées, volées par leurs propres enfants ou soignants.
Le lendemain, j'ai appelé Frank, l'avocat. Frank, je veux faire quelque chose avec l'argent de l'assurance, quelque chose qui honore la mémoire de Francis et aide d'autres personnes âgées comme moi. À quoi pensez-vous, monsieur Robert? Je veux créer un centre de protection pour les victimes âgées d'abus familial. Un endroit où elles peuvent obtenir de l'aide légale, médicale, psychologique, où elles ne se sentent pas seules quand leurs propres enfants les trahissent. Frank est resté silencieux un moment. Monsieur Robert, c'est une idée extraordinaire. Êtes-vous sûr de vouloir investir autant d'argent là-dedans? Frank, cet argent vient de la vie de ma femme. Elle aurait voulu qu'il soit utilisé pour protéger les autres, pas pour que j'achète des luxes dont je n'ai pas besoin. Nous avons commencé à travailler immédiatement sur les plans pour le centre. Il s'appellerait le Centre de protection des personnes âgées France Martin en hommage à ma femme. Mais pendant que nous planifions le centre, j'ai reçu une visite inattendue qui a changé ma perspective avant tout. C'était un homme d'environ 50 ans, bien habillé, qui s'est présenté comme Henri. « Monsieur Robert, je suis un journaliste d'investigation. J'ai suivi l'affaire de votre fils et il y a quelque chose que vous devez savoir. » « Quoi ? » Louis ne travaillait pas seul. Il avait des complices. Mon sang s'est glacé. Que voulez-vous dire? Votre fils faisait partie d'un réseau plus large. Il y a d'autres médecins, infirmières, travailleurs sociaux qui ont profité d'aînés vulnérables dans toute la région. Louis n'était qu'une pièce du puzzle. Henri m'a montré des documents, des photos, des preuves qu'il avait collectées pendant des mois. Il y avait au moins 10 professionnels de la santé impliqués dans un réseau organisé d'abus sur les personnes âgées. Monsieur Robert, votre affaire a été l'étincelle. Quand Louis a été arrêté, nous avons commencé à connecter les points. Il y a des dizaines de victimes de plus. La police est-elle au courant? Ils commencent à enquêter, mais ils auront besoin d'aide. Ils auront besoin de quelqu'un comme vous qui comprend comment l'abus fonctionne de l'intérieur pour aider d'autres victimes à parler. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir à nouveau, mais cette fois pas par tristesse, mais par une nouvelle énergie courant dans mes veines. Louis n'avait pas été juste un mauvais fils, il faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand et plus sinistre, et si j'avais réussi à le vaincre, peut-être pouvais-je aider à vaincre tout le réseau. Le lendemain, j'ai appelé le détective Hugo. « Détective, je viens de découvrir quelque chose de très important sur Louis. » Quand je lui ai raconté tout ce que Henri m'avait montré, Hugo est resté silencieux un long moment. « Monsieur Robert, cela explique beaucoup de choses. Nous avons eu des cas isolés pendant des années que nous ne pouvions pas connecter. Seriez-vous prêt à nous aider en tant que consultant? Que devrais-je faire? Parler à d'autres victimes, les aider à reconnaître les signes d'abus, leur donner le courage de dénoncer? Votre histoire leur donnera l'espoir qu'il est possible de gagner contre ces criminels. Je n'ai pas hésité une seconde. Oui, détective, je le ferai. Les mois suivants ont été intenses. J'ai travaillé avec la police, visitant des dizaines de personnes âgées qui avaient été victimes du réseau. Certaines étaient si traumatisées qu'elles pouvaient à peine parler. D'autres étaient si confuses par les médicaments qu'on leur avait donnés qu'elles ne savaient pas ce qui était réel. Mais petit à petit, avec patience et compréhension, nous les avons fait parler. L'histoire la plus choquante était celle de M. Frank, un homme de 90 ans dont la femme avait été victime d'une infirmière nommée Brenda, qui travaillait avec Louis. Monsieur Robert, Frank m'a raconté avec des larmes aux yeux. Brenda s'occupait de moi après la mort de ma femme. Je lui faisais confiance comme à une fille, mais elle a volé toutes mes économies de retraite. Elle m'a fait signer des papiers que je ne comprenais pas, et quand j'ai commencé à soupçonner, elle a commencé à me donner des médicaments qui me faisaient dormir toute la journée. Comment avez-vous sorti de cette situation, Frank? Ma voisine s'est inquiétée quand elle ne m'a pas vu pendant plusieurs jours. Elle a appelé la police, et quand ils sont arrivés, ils m'ont trouvé presque inconscient. Brenda avait fui avec tout mon argent. Des cas comme celui de Frank m'ont donné encore plus de détermination. Chaque victime que nous aidions à identifier était une victoire contre le système qui avait permis à Louis et à ses complices d'agir pendant des années.
Mais la plus grande victoire est venue quand, 6 mois plus tard, Nathalie a donné naissance. C'était un beau garçon, parfait, avec les yeux verts de Frances, ma femme. Nathalie l'a nommé Frank, en hommage à son grand-père. Quand j'ai tenu mon petit-fils dans mes bras pour la première fois, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Cet enfant représentait l'espoir, l'avenir, la chance que quelque chose de bon sorte de toute l'obscurité que nous avions vécue. « Salut, Frank !» ai-je chuchoté à lui. « Ton grand-père aurait été si fier de te rencontrer. » Nathalie s'est remise rapidement de l'accouchement, à la fois physiquement et émotionnellement. Avoir son bébé lui a donné une nouvelle force. « Robert, je veux aider au centre. » Elle m'a dit un après-midi pendant qu'elle allaitait Frank. « Je ne veux pas qu'aucune autre femme passe par ce que nous avons traversé. Es-tu sûre, ma chère? Tu as un bébé à t'occuper. » C'est exactement pourquoi je veux que Frank grandisse dans un monde où les personnes âgées sont protégées, où les enfants ne peuvent pas profiter de leurs parents. 1 an après le procès, le Centre France Martin a ouvert ses portes. C'était un beau bâtiment avec des bureaux pour avocats, travailleurs sociaux, psychologues et médecins honnêtes dédiés à protéger les personnes âgées. Le jour de l'ouverture, des dizaines de personnes sont venues, victimes que nous avions aidées, familles qui avaient trouvé justice, professionnels qui voulaient rejoindre notre cause. Mais la personne qui m'a le plus ému était Diana, la personne âgée dont le mari avait été assassiné par Louis. « Robert », elle m'a dit avec des larmes aux yeux, « Mon Hugo serait si fier de ce que vous avez accompli. Vous avez transformé notre douleur en quelque chose de beau. » Pendant la cérémonie, j'ai tenu mon petit-fils Frank pendant que je faisais un discours sur le but du centre. Cet endroit existe parce que j'ai décidé de ne pas être une victime silencieuse, ai-je dit à tous les présents. Il existe parce que j'ai cru qu'un homme de 71 ans pouvait vaincre un meurtrier. Et il existe parce que vous, chacun de vous, avez décidé que vous méritez justice et respect. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, j'étais seul au centre avec la photo de Frances que nous avions placée dans le hall principal. « Nous l'avons fait, mon amour », ai-je chuchoté à son image. « Louis ne peut plus blesser personne. Et nous protégerons toutes les personnes âgées que nous pourrons. » Pour la première fois en 2 ans, j'ai senti que Frances était vraiment en paix. 2 ans après l'ouverture du centre, notre organisation avait grandi plus que je ne l'avais jamais imaginé. Nous avions aidé plus de 300 personnes âgées, victimes d'abus. Nous avions obtenu l'arrestation de 23 criminels du réseau de Louis et récupéré plus d'1 million de dollars volés aux victimes. Mais la plus grande satisfaction est venue quand j'ai reçu un appel inattendu du détective Hugo. « Monsieur Robert, j'ai des nouvelles extraordinaires. Vous souvenez-vous de Michael, le détective privé que Louis a tué? Bien sûr, pauvre homme, il est mort pour m'aider. » Eh bien, il s'avère que Michael était plus intelligent que nous ne le pensions. Avant de mourir, il avait envoyé des copies de toute son enquête sur Louis à son associé dans une autre ville. Son associé a gardé l'information pendant des années, attendant le bon moment pour l'utiliser. Quel genre d'information? Des preuves reliant Louis à au moins 15 autres meurtres de personnes âgées dans d'autres États. Monsieur Robert, votre fils ne faisait pas partie d'un réseau local, il faisait partie d'une opération nationale. La nouvelle m'a laissé sans voix. 15 autres personnes âgées étaient mortes à cause de l'avidité de mon fils. 15 familles avaient perdu leurs proches sans jamais connaître la vérité. Détective, que pouvons-nous faire avec cette information? Le FBI rouvrira tous ces cas et ils auront besoin de votre aide à nouveau. Votre témoignage sur la façon dont Louis opérait sera crucial pour comprendre comment tout le réseau national fonctionnait. J'ai accepté d'aider immédiatement. Je ne pouvais pas laisser ces morts sans justice, peu importe combien cela faisait mal de revivre tout. Mais avant de commencer à travailler avec le FBI, il y avait une chose personnelle que je devais résoudre. Dans les 2 ans depuis le procès, Louis m'avait envoyé plus de 50 lettres de prison. Je les avais toutes jetées à la poubelle sans les lire, sauf la dernière qui était arrivée la semaine précédente.
Cette lettre était différente. Sur l'enveloppe, d'une écriture tremblante, il avait écrit « Papa, s'il te plaît, juste cette fois, c'est important. » Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouverte. « Papa, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que je ne mérite même pas que tu lises ces mots, mais il y a quelque chose que tu dois savoir avant que les Feds viennent me chercher. Cela n'a pas commencé comme un plan pour te tuer. Au début, quand maman est morte, je voulais vraiment t'aider avec tes finances, mais j'avais tant de dettes, j'étais si désespéré. La première fois que j'ai donné des pilules supplémentaires à un patient âgé, c'était par accident. C'était Monsieur Rodriguez. Te souviens-tu? Il était très malade, souffrait beaucoup. Je lui ai donné une dose plus élevée de morphine pour soulager sa douleur, et il est mort cette nuit-là. Sa famille m'a remercié d'avoir rendu ces derniers moments paisibles. C'est alors que j'ai réalisé à quel point c'était facile et combien d'argent ces personnes âgées avaient économisé. Papa, je n'écris pas cela pour m'excuser. Il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait. J'écris parce que je veux que tu saches qu'une partie de moi, la partie que tu as élevée, a lutté contre cela pendant longtemps. Mais l'avidité a gagné, le désespoir a gagné, et il est devenu plus facile de justifier chaque mort. Quand je t'ai vu agir confus, quand je pensais que tu perdais vraiment la mémoire, j'ai ressenti du soulagement. Je pensais que ce serait plus facile si tu ne réalisais pas ce qui se passait. Je n'ai jamais imaginé que tu feignais. Je n'ai jamais imaginé que mon père, que j'avais sous-estimé toute ma vie, serait celui qui me vaincrait. Je suis fier de toi, papa. Je sais que c'est étrange de dire cela de prison après tout ce que j'ai fait, mais je suis fier que tu ne te sois pas laissé vaincre. Je suis fier que tu aies lutté, et je suis fier que tu utilises l'argent de maman pour protéger d'autres personnes âgées. Elle l'aurait voulu. Je ne te demande pas pardon parce que je sais que je ne le mérite pas. Je te demande juste de savoir que la bonne partie de moi, la partie que tu as élevée avec tant d'amour, n'est jamais complètement morte. Elle a juste été écrasée par la mauvaise partie. Prends soin de mon fils. Assure-toi qu'il ne sache jamais à quel point j'étais monstrueux. Laisse-le croire que son père est mort en étant un bonhomme. Avec amour et regret éternel, Louis. Après avoir lu cette lettre, j'ai pleuré pendant des heures, non pour Louis le meurtrier, mais pour le garçon qu'il avait été, pour le fils qu'il aurait pu être s'il avait pris des décisions différentes. Mais elle m'a aussi donné une étrange clarté. Louis avait choisi le chemin du mal par avidité et lâcheté. J'avais choisi le chemin de la justice par amour et courage. C'étaient les différences qui définissaient qui nous étions vraiment. Une semaine plus tard, les agents du FBI sont arrivés. C'étaient deux femmes professionnelles nommées Grace et Frances qui m'ont traité avec respect et gentillesse, qui m'ont rappelé pourquoi j'avais décidé de lutter. Monsieur Robert, votre affaire a inspiré des victimes d'abus à travers le pays. L'agent Grace m'a dit « Nous avons reçu des centaines d'appels de personnes âgées qui ont reconnu des patterns similaires dans leurs propres expériences après que votre histoire ait fait les nouvelles. Je suis heureux de savoir que quelque chose de bon est sorti de toute cette douleur, ai-je répondu. Plus que quelque chose de bon, a ajouté l'agent Frances. Vous avez déclenché une révolution. Les lois de protection des personnes âgées changent à travers le pays à cause de votre affaire. Les hôpitaux mettent en place de nouveaux protocoles de sécurité. Les familles sont plus attentives aux signes d'abus. J'ai travaillé avec le FBI pendant 6 mois de plus, aidant à identifier les victimes, les patterns de comportement et les méthodes utilisées par le réseau criminel. Le résultat a été spectaculaire. Ils ont arrêté plus de 100 personnes impliquées dans l'abus systématique de personnes âgées dans 15 États différents. Mais la plus grande récompense est venue quand l'une des victimes que nous avons aidé à identifier, un homme de 88 ans nommé Nathan, m'a envoyé une lettre. « Cher Robert, grâce à votre courage pour dénoncer votre propre fils, ma petite fille ne peut plus continuer à voler ma retraite, ni me donner des médicaments qui me faisaient dormir toute la journée.
Je pensais devenir fou, que c'était normal de se sentir si confus à mon âge. Mais quand j'ai vu votre histoire aux nouvelles, j'ai reconnu ce qui m'arrivait. Maintenant, ma petite fille est en prison. J'ai récupéré mon argent et pour la première fois en années, je me sens moi-même à nouveau. Vous n'avez pas idée de combien de grands-pères comme moi vous sauvez avec votre travail. Avec une gratitude infinie, Nathan. Dans mon bureau au centre, j'ai un tiroir plein de lettres comme celle-là. Chacune représente une vie sauvée, une famille protégée, une justice gagnée. Mais j'ai aussi quelque chose de plus spécial. Des photos de mon petit-fils Frank, grandissant. À 2 ans, Frank marchait déjà partout au centre, étant le favori de tout le personnel et des visiteurs. Nathalie avait décidé d'étudier le travail social, inspirée par notre travail de protection des personnes âgées. Robert, m'a-t-elle dit un après-midi pendant que Frank jouait dans mon bureau. Parfois, je me demande si tout cela serait arrivé si j'avais été plus courageuse dès le début, si j'avais dit non à Louis la première fois qu'il m'a demandé d'obtenir ses médicaments. Ma chère, tu ne peux pas te torturer avec ces pensées. L'important est que tu aies trouvé le courage quand il était le plus nécessaire. Tu aussi. Penses-tu qu'un jour, Frank nous demandera pour son père? Je suis sûr que oui. Et quand il demandera, nous dirons la vérité d'une façon qu'il puisse comprendre. Que son père était très malade mentalement, qu'il a pris de terribles décisions, mais que cela ne définit pas qui il est. Comment peux-tu en être si sûr? J'ai regardé Frank, qui construisait une tour avec des blocs complètement concentrés sur sa tâche, avec la langue sortie entre les lèvres, exactement comme son grand-père le faisait quand il se concentrait. Parce qu'il a le sang de Frances, ma femme. Il a ta bonté, Nathalie, et il grandira entouré d'amour vrai, voyant comment nous utilisons notre douleur pour protéger les autres. Cette nuit-là, après avoir mis Frank au lit, je me suis assis dans le jardin regardant les étoiles. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit terrible où j'avais entendu Louis planifier ma mort. 3 ans au cours desquels j'étais passé d'une victime silencieuse à la voix de centaines de personnes âgées, abusées. 3 ans au cours desquels j'avais transformé la plus grande trahison de ma vie en le but le plus important de mon existence. Et maintenant, enfin, je pouvais dire que Frances avait été vengée, que Louis avait payé pour tous ses crimes, et que mon petit-fils grandirait dans un monde un peu plus sûr, grâce à notre lutte. 5 ans après cette nuit terrible où j'ai entendu Louis planifier ma mort, je me réveille chaque matin avec un but clair, protéger les sans défense et honorer la mémoire de Frances. Le Centre France Martin est devenu le modèle national pour la protection des personnes âgées. Nous avons ouvert des branches dans 2 États, formé plus de 1000 professionnels et obtenu des changements législatifs qui protègent des millions de personnes âgées à travers le pays. Mais ce matin est spécial. Aujourd'hui, mon petit-fils Frank fête ses 5 ans, et pour la première fois, il m'a posé la question que Nathalie et moi savions qu'elle arriverait. Grand-papa Robert, pourquoi je n'ai pas de papa comme les autres enfants? Nous sommes assis dans le jardin de ma maison, le même endroit où j'avais l'habitude de prendre le thé avec sa grand-mère il y a tant d'années. Frank a des yeux verts identiques à ceux de ma femme et la même curiosité insatiable. Tu sais quoi, Frank? Tu as un père, mais il ne peut pas être avec nous maintenant. Pourquoi il ne peut pas être ici? Je prends une profonde inspiration. Nous avions répété ce moment pendant des années, mais ce n'est jamais facile. Ton père est devenu très malade dans l'esprit, mon garçon. Quand les gens deviennent comme ça, parfois ils prennent de très mauvaises décisions qui blessent les autres beaucoup. Et quand cela arrive, ils doivent aller dans un endroit spécial où les médecins les aident. Mais ils ne peuvent pas sortir. Frank hoche la tête sérieusement. À 5 ans, il comprend déjà des concepts complexes mieux que beaucoup d'adultes. Mais il m'aime dans son bon cœur. Oui, il t'aime, Frank, mais la partie malade de son esprit est plus forte. C'est pourquoi ta maman et moi nous occupons de toi pour nous assurer que tu grandisses en bonne santé et bon. Puis-je devenir malade comme lui? Non, mon amour, tu as le bon cœur de ta maman et la sagesse de ton grand-père Francis. Et tu as quelque chose que ton père n'a jamais eu.
une famille qui t'enseigne chaque jour la différence entre le bien et le mal. Frank sourit et se blottit contre moi. « Grand-papa, peux-tu me raconter l'histoire de grand-papa Francis encore ?» Pendant l'heure suivante, je lui raconte les mêmes histoires que j'ai répétées 1000 fois sur comment son grand-père était gentil et fort, comment il travaillait dur pour prendre soin de sa famille, sur comment il m'a aimé pendant 50 ans avec une dévotion inébranlable. Je ne lui raconte pas comment il est mort. Cela peut attendre encore de nombreuses années. Cet après-midi, pendant que Frank joue au centre avec le personnel qui l'adore, je reçois un appel qui me surprend. « Monsieur Robert, c'est le directeur de la pénitentiaire d'État. Louis Martin veut vous voir. Cela faisait 5 ans depuis la dernière fois que j'avais vu mon fils. 5 ans depuis que les détectives l'avaient emmené menotté du bureau de l'avocat. Il a dit « Pourquoi veut-il me voir ?» Il dit qu'il est en train de mourir, monsieur. Cancer du pancréas au stade terminal. Les médecins lui donnent 2 mois au maximum. Je reste silencieux un long moment. Une partie de moi, la partie qui a été père pendant 40 ans, ressent de la douleur en entendant que mon fils meurt. Mais une autre partie, la partie qui connaît la vérité sur ce qu'il a fait, ressent une étrange justice. « Monsieur Robert, êtes-vous toujours là ?»« Oui, désolé. Quand pourrais-je le visiter demain, si vous voulez? Mais je dois vous avertir qu'il est très affaibli physiquement. » Cette nuit-là, je raconte à Nathalie l'appel. « Vas-tu y aller ?» Elle me demande pendant qu'elle prépare le dîner. Je ne sais pas. Une partie de moi veut le voir une dernière fois, mais une autre partie pense que j'ai déjà donné trop de ma vie à Louis. « Robert, tu as fait tout ce qu'un père pouvait faire. Si tu veux le voir, fais-le pour toi, pas pour lui. Mais si tu décides de ne pas y aller, c'est bien aussi. Cette nuit-là, je ne peux pas dormir. » Je pense sans cesse au garçon que Louis était, à l'homme qu'il aurait pu être, au monstre qu'il est devenu. Finalement, à 3 heures du matin, je prends une décision. Le lendemain, je conduis jusqu'à la pénitentiaire d'État. C'est un endroit froid, gris, plein de désespoir, exactement où Louis appartient. Quand ils me mènent à la salle de visite, je reconnais à peine l'homme assis de l'autre côté de la vitre. Louis a perdu au moins 30 kilos. Sa peau a une couleur jaunâtre, maladive, et ses yeux sont enfoncés dans des cavernes sombres. Mais quand il me voit, il sourit. Et pendant une terrible seconde, je vois le garçon qui courait vers moi en criant « Papa !» quand je rentrais du travail. « Merci d'être venu, papa », dit-il d'une voix rauque, méconnaissable. « Et que veux-tu, Louis? Te voir une dernière fois? Te dire quelque chose que je ne t'ai jamais dit? Je me prépare à une autre manipulation, un autre mensonge, une autre tentative de me faire sentir coupable. Je suis fier de toi. Ce n'était pas ce que j'attendais entendre. Quoi? Pendant ces 5 ans en prison, j'ai vu les nouvelles sur le centre, sur tout ce que tu as accompli. Papa, tu as sauvé des centaines de vies. Tu as transformé le pire moment de ta vie en quelque chose de beau. Louis, ne me laisse pas finir. Je sais que je ne mérite pas de dire cela, mais j'ai besoin que tu saches que la bonne partie de moi, la partie que tu as élevée, est fière que mon père soit plus fort que moi. Fière que tu aies refusé d'être une victime. Fière que tu utilises l'argent de maman pour protéger d'autres personnes âgées. Elle l'aurait voulu. Les larmes commencent à couler sur mon visage, incapable de s'arrêter. As-tu vu mon petit-fils? Je demande seulement dans des photos que Nathalie m'envoie parfois. Il est beau. Il a les yeux de papa. Son nom est Frank. Louis sourit tristement. Je suis content qu'il ait son nom. Il était un homme bien meilleur que moi. Louis, pourquoi? Pourquoi as-tu tué ta mère? Pourquoi as-tu planifié de me tuer? Parce que j'étais un lâche, papa. Parce que je pensais que l'argent était plus important que la famille. Parce que je suis devenu quelque chose que même moi, je ne reconnaissais pas. Nous restons silencieux plusieurs minutes. Papa, il y a une chose de plus que j'ai besoin de te dire. Quelque chose qui n'a jamais été dit au procès. Quoi? La nuit où maman est morte, elle savait ce que j'allais faire. Quand j'ai donné l'injection, elle m'a regardé et m'a dit « Louis, protège ton père. Aime-le comme je l'ai aimé. »
Ses dernières paroles étaient sur toi. La douleur que je ressens est si intense que je ne peux pas respirer. Elle est morte en s'inquiétant pour toi et je l'ai trahie de la pire façon possible. Papa, s'il y a un enfer, j'y vais. Mais avant d'y aller, j'avais besoin que tu saches que maman t'a aimé jusqu'à son dernier souffle. Je sors de cette prison en pleurant, comme je n'avais pas pleuré depuis l'enterrement de Francis. Mais ce ne sont pas seulement des larmes de tristesse, ce sont aussi des larmes de soulagement, de clôture, de paix finale. 2 mois plus tard, Louis meurt dans l'infirmerie de la prison. Je ne vais pas à son enterrement. Au lieu de cela, ce jour-là, j'organise une cérémonie spéciale au centre pour honorer toutes les victimes de son réseau criminel. Frank, mon petit-fils, maintenant 6 ans, m'aide à planter des fleurs dans le jardin du souvenir que nous avons créé pour les victimes. Il ne sait pas que l'une des plaques a le nom de son grand-père, assassiné par son propre père. « Grand-papa, ces fleurs vont-elles grandir grosses ?» Il me demande pendant qu'il plante une rose rouge. « Oui, Frank, elles grandiront belles et fortes, comme les personnes que nous nous rappelons ici, et elles dureront pour toujours, mon amour. » Cette nuit-là, après avoir mis Frank au lit, je m'assois à mon bureau pour écrire mes mémoires. La plus grande maison d'édition du pays veut publier mon histoire, et tous les droits d'auteur iront au centre. Pendant que j'écris, je pense à tout ce que j'ai appris pendant ces années terribles mais transformatrices. J'ai appris que l'amour vrai signifie parfois dire non, que être père ne signifie pas protéger un fils des conséquences de ses actions maléfiques, que la force réelle vient de défendre ce qui est juste, même si cela brise votre cœur. J'ai appris que la vieillesse ne signifie pas faiblesse, que 71 ans peuvent être le début de l'aventure la plus importante de votre vie. J'ai appris que la vengeance la plus puissante n'est pas de blesser celui qui vous a blessé, mais d'utiliser cette douleur pour protéger les autres. Et j'ai appris que Francis, ma femme, continue de veiller sur moi où qu'elle soit. Son amour m'a donné la force de lutter, son argent m'a donné les outils pour vaincre. Et sa mémoire me donne le but de continuer. Je termine d'écrire et regarde la photo de Francis sur mon bureau. Dedans, elle sourit avec les mêmes yeux verts que notre petit-fils a maintenant. Nous l'avons fait, mon amour. Je lui chuchote. Louis ne peut plus blesser personne. Le centre protège des centaines de personnes âgées. Nathalie est forte et indépendante. Et Frank grandira en sachant qu'il vient d'une famille qui a choisi le bien plutôt que le mal. Pour la première fois en 6 ans, je sens que Francis est vraiment en paix. Et pour la première fois de ma vie, moi aussi. Demain, une autre journée de travail au centre commencera. Une autre journée à protéger les vulnérables. Une autre journée à transformer la douleur en but. Parce que c'est ce que nous, les survivants, faisons. Nous ne survivons pas seulement, nous transformons. Et vous qui m'avez écouté jusqu'ici, souvenez-vous de cela. Vous n'êtes jamais trop vieux pour lutter pour la justice. Vous n'êtes jamais trop faible pour vaincre les méchants. Et vous ne devez jamais, jamais laisser quiconque vous faire croire que vous ne méritez pas respect et dignité. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu une injustice comme celle-ci? Connaissez-vous une personne âgée qui a besoin de protection? Parce que cette histoire ne se termine pas avec moi. Elle se termine avec chaque personne qui décide de ne pas être une victime silencieuse. Avez-vous aimé mon histoire? Et de quelle ville l'écoutez-vous? Rencontrons-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super thanks pour que je puisse continuer à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Je vous remercie déjà beaucoup pour votre soutien. J'attends vos commentaires sur l'histoire. Dans la vidéo, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande de cœur. Il y en a beaucoup plus sur mon canal Les Conseils de Papy. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine histoire de vie, avec affection et respect.